À la faveur des arrestations il y a quelques semaines de l'ancien Premier ministre Ephraim Inoni et de l'ancien secrétaire général à la présidence de la République Marafa Amidou Yaya, un nouvel épisode est venu s'ajouter au tristement célèbre feuilleton baptisé Opération Épervier au Cameroun. Il s'agit, vous le savez sans doute, de cette vaste campagne dite de lutte contre la corruption qui aura conduit depuis son lancement à l'interpellation et à l'incarcération de plusieurs anciennes hautes personnalités de la République au Cameroun. Il leur est principalement reproché aux uns et aux autres d'avoir détourné plusieurs milliards de deniers publics. Cette vaste opération, depuis son lancement, comme on peut s'en douter, a suscité beaucoup de remous au sein du landerneau politico-intellectuel au Cameroun, avec en toile de fond la thèse du complot pour les uns et la lutte pour la bonne gouvernance chez les autres. Charlie Gabriel Mbok est directeur de recherche en anthropologie, il est également écrivain et professeur des universités. Il a assuré la coordination scientifique de l'ouvrage L'opération Épervier au Cameroun, un devoir d'injustice. Il est l'invité de cette nouvelle édition de Recto Verso et vous êtes bien sur Vox Africa. Merci d'avoir fait ce choix. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Charlie Gabriel Mbok, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, je vous ai présenté en introduisant l'émission. Vous êtes l'auteur de ce livre sur l'opération Épervier au Cameroun et vous dites un devoir d'injustice, point d'interrogation. Le titre à lui seul semble suffisamment évocateur. Le titre est évocateur. Déjà, nous sommes un certain nombre à avoir contribué à ce travail et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux collègues qui ont eu le courage de leurs idées. Et, pourquoi vous dites le courage? Le courage de leurs idées parce que nous avons eu le sentiment que tout le monde se cachait derrière ses lunettes, derrière ses rideaux. On voulait bien parler de cette question douloureuse, mais en privé et surtout qu'on ne nous entende pas en train d'en parler. Vous utilisez une terminologie bien particulière pour en parler. Vous dites courage, vous dites douloureuse. C'est si douloureux que ça? Oui, c'est douloureux parce que déjà, j'avais une pensée pour l'un de nos collègues, Eno Meomese, qui, au moment où nous parlons, est entravé. Voyez-vous, ça fait partie des douleurs. C'est un livre de prisonniers sur des prisonniers et sur les justiciables du Cameroun. Vous le ressentez? Vous avez l'impression, vous, d'être un prisonnier? Réel et potentiel. Nous sommes tous des justiciables et la crainte que nous avons, c'est que le Cameroun se convertissent en une prison, vaste prison de 475 km², une prison à ciel ouvert. À cette allure-là, nous serions tous en sursis. Mais vous avez quand même commis votre livre sur l'opération Épervier. On va y aller un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais vous l'avez quand même commis, il a été publié. Oui. Vous avez organisé, me semble-t-il, une séance de dédicace, sans que vous ayez été pour autant inquiété, ni vous, ni vos collègues. Non, ça va de soi, c'est la moindre des choses, parce que, voyez-vous, dire que nous avons une inquiétude sur la manière dont les choses se passent du côté de la justice ne veut pas dire que nous sommes entravés dans nos activités culturelles et intellectuelles quotidiennes. Non. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que c'est un livre douloureux. Un livre douloureux parce qu'il ne parle pas de théorie. Nous n'avons pas voulu théoriser. La justice est une question pratique, une question quotidienne qui mord dans le vécu de tous les jours. Parce que la justice est au centre de la vie d'une nation, au centre de notre vie, à nous, notre vie de citoyens. Et il se trouve que des Camerounais sont de plus en plus privés de liberté sur la base de présomptions, de fautes, de crimes économiques. Eh bien, dans le même temps, il faut dire d'entrée de jeu que notre rôle n'est pas de trouver à redire sur l'action de l'État contre la prévarication. Nous prétendons être un bon citoyen, et les auteurs le sont, et nous serions les derniers à penser qu'il faut encourager les malversations, voyez-vous. Oui. Donc, nous avons salué l'action contre la corruption, les détournements, etc. La question, c'est de savoir quelle est la manière qui a été utilisée pour que les uns soient privés de liberté et que dans les mêmes conditions, d'autres Camerounais jouissent de leur liberté. C'est très important à relever parce que pour les uns... Peut-être parce que les autres, on ne leur reproche pas ce qui est reproché à ceux dont la liberté a été... Je crains que ce ne soit pas tout à fait le cas parce que dans ce livre, nous avons relevé
qu'il y a des personnalités qui avaient commencé à être entendues par les services spécialisés, Oui. mais qu'une instruction est venue de la présidence de la République. C'est documenté. Oui. Pour qu'on arrête les poursuites et qu'on arrête les procédures. C'est inquiétant pour les justiciables que tout citoyen ait à un moment ou à un autre. Voyez-vous? Professeur Charlie Gabriel Mbok, moi j'ai lu avec beaucoup de délectation le livre. Je l'ai parcouru, je peux vous le dire, il était tellement intéressant que je l'ai lu en une seule soirée. Je vous remercie pour les collègues. Alors, dans le livre, quand j'ai commencé à le lire, la première chose qu'il m'a semblé, c'est que vous ne preniez pas directement position sur cette opération. Là, vous faisiez au lecteur un certain nombre de suggestions. Vous lui proposiez des sentiers de réflexion et vous lui laissiez la possibilité de décider de lui-même quels étaient véritablement les tenants et les aboutissants de cette opération-là. La deuxième chose qu'il m'a semblé, tout en parcourant cet ouvrage, c'est effectivement que quand on est à la fin de l'ouvrage, vous semblez effectivement adhérer à la thèse du complot qui veut que ce soit une opération destinée à éradiquer les adversaires politiques de l'ancien président de la République camerounais, Paul Biya. Je vous remercie pour l'observation que vous faites parce que cela signifie que le travail est pédagogique. C'est un travail de recherche. Ce n'est pas un roman que nous avons voulu écrire. Nous avons mené une étude. Et dans ce contexte-là, voyez-vous, il faut être très attentif. Il s'agit de démontrer quelque chose, mais pas de déclarer tout simplement. Et nous avons donc parié pour l'intelligence de nos lecteurs éventuels. Et c'est très important de respecter les lecteurs, non pas lui servir des vérités affirmatives, mais compter sur sa propre perspicacité pour qu'il se fasse un jugement. Eh bien, effectivement, on est arrivé à un certain nombre de choses, des documents, des faits établis et datés, nous ont permis de constater que le peuple du Cameroun avait déjà beaucoup de doutes sur la manière dont ces procès étaient menés. Dans un premier temps, des Camerounais étaient pratiquement jetés en pâture à l'opinion. Dans un pays pauvre et très endetté, on vous montre certaines personnes du doigt en vous disant c'est eux qui vous ont pris les milliards dont vous avez besoin pour la nivaquine, pour que l'enfant aille à l'école, pour que, etc., etc. Eh bien, il y a eu comme une sorte de lynchage social. Et les médias ont été à un moment donné victimes de cette approche. Je parle sous votre contrôle. Eh bien, de proche en proche, les médias ont commencé à s'interroger. Et on s'est bien rendu compte que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Pour les mêmes citoyens, voyez-vous, certains étaient arrêtés avant tout jugement et jetés en prison avant tout procès. Eh bien, pour les autres, on ordonnait d'arrêter non pas les délinquants présumés, mais les poursuites. Eh bien, le peuple a commencé à douter. Et je voudrais signaler que la justice est rendue au nom du peuple du Cameroun. Je vous interromps 2 secondes. Oui, je vous en prie. La motivation de cet ouvrage part des inquiétudes ou alors des doutes du peuple ou alors elle repose sur un certain nombre d'analyses de faits quant à la conduite de cette opération? Eh bien, c'est un ensemble. Déjà, l'analyse des faits. Parce que nous avons constaté que l'accusation était en difficulté dans les tribunaux. Nous avons assisté à plusieurs procès. Voyez-vous? Parce que ce n'est pas des choses qu'il faut évoquer à la légère. Nous avons visité, on a pu visiter des prisons, c'est-à-dire rendre visite à certains prévenus. Pour comprendre, ils nous ont fait l'amitié de nous recevoir. C'était douloureux, mais c'était important de savoir exactement quelle était leur manière de percevoir la chose. Parfois, des familles nous ont ouvert des portes, parce que c'était un travail qu'il fallait documenter. Eh bien, donc, documentation. Deuxièmement, vous savez, on a lu des livres, mais nous nous attachons à lire la société. Et nous avons écouté ce que l'opinion du Camerounais normal était. Eh bien, au fur et à mesure qu'on avançait, le peuple du Cameroun doutait de la qualité des procès. Or, il est connu que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Ceci pose un très grave problème, le problème même du pouvoir du peuple. Parce que si le peuple, au nom duquel la justice est rendue, commence à douter de la qualité des verdicts, voyez-vous, il y a là un grand problème institutionnel, un grand problème républicain. Eh bien, c'est tous ces éléments mis ensemble qui nous ont poussés à nous demander, mais enfin,
ceux-là qui sont victimes, eh bien, ils peuvent servir de levain à une analyse pour que l'opinion nationale se rende compte que ces doutes ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Je voulais juste relever que vous avez mentionné le mot victime. Oui, ceux qui sont victimes. D'accord. Pourquoi? Parce que beaucoup sont en prison 2, 3, 4 ans sans procès. Alors, professeur, moi je suis vraiment gêné parce que je suis devant un éminent homme de science et je vais devoir vous poser des questions de façon prosaïque. C'est votre rôle. Voilà. De façon vraiment prosaïque, pensez-vous qu'il y en ait qui aient été interpellés dans le cadre de cette opération épervier au Cameroun et qui puissent être innocents? Vous leur avez rendu visite, vous avez effectivement épluché un certain nombre de dossiers. Est-ce qu'il y en a certains qui soient victimes, comme vous le dites vous-même? Alors, justement, la question que vous posez me permet de répondre que nous partons sur la base d'une présomption d'innocence. Je n'ai pas à penser... Pour tout citoyen. Pour tout citoyen. D'accord. Je n'ai pas à penser que tel ou tel prévenu est innocent. Je n'ai pas qualité, voyez-vous. Mais je voudrais m'assurer qu'il a bénéficié de sa présomption d'innocence. Et que les mécanismes républicains qui ont conduit à sa condamnation ont été tels qu'il n'y ait pas grand-chose à redire. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous... C'est un peu subtil, mais c'est cela notre ligne d'action. Nous ne sommes pas des avocats. Ces prévenus ont des avocats. Nous ne sommes pas magistrats, nous n'en avons pas la formation. Mais nous voudrions nous assurer que la justice est juste et que la justice ne juge pas à charge et que le verdict du juge, rendu en âme et conscience, n'a été victime d'aucune pression, d'aucune sorte. Alors, il est de tradition dans cette émission, professeur, que vous ayez deux contradicteurs qui vous suivent et qui viennent vous donner la repartie sur le deuxième plateau. Oui. Heureusement, aujourd'hui, nous avons pensé que le sujet était suffisamment intéressant pour qu'on s'y attarde un petit peu. Vous aurez donc tout à l'heure un seul contradicteur avec qui vous échangerez longuement sur la question. Il est en ce moment embusqué dans les coulisses de nos studios et vous suit je vous remercie pour l'embuscade. Très attentivement. Je voulais relever quelque chose avant que nous nous rentrions sur l'opération épervier, relever que cette façon de lutter contre la corruption n'est pas l'apanage du seul Cameroun. On a récemment vu au Tchad, le président Idriss Déby Itno a également incarcéré l'ancien secrétaire général à la présidence de la République, comme par coïncidence. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui puisse être efficace dans la lutte contre la corruption, quand on sait que la corruption c'est une gangrène qui mine pas seulement les nations africaines, mais qui se répercute également en Europe? Je me méfie des effets de mode, premièrement. Deuxièmement, dans corrompre, il y a rompre. Il y a rupture dès que nous avons, vous et moi, un contrat. Vous posez des questions, je tente de répondre pour éclairer l'opinion qui nous fait l'honneur, les Camerounais qui nous font l'honneur de nous écouter. Voyez-vous, dès qu'il y a rupture de notre contrat, il y a corruption. Alors, quel est le contrat? Le contrat, c'est que tout justiciable bénéficie d'une justice juste. Que non seulement il soit jugé correctement, mais que lui-même ait la conviction que sa liberté, s'il est libéré, est juste et méritée, et que sa condamnation, s'il est condamné, est tout aussi juste et tout aussi méritée. Voyez-vous? Alors, il ne suffit pas que ça se passe au Tchad pour que je me dise, mais puisque ça se fait partout, je ne sais pas comment cela se fait au Tchad. Mais vous connaissez bien ce vieil adage qui veut que dans les prisons, il n'y ait que d'innocents, que les prisons soient pleines d'innocents. Personne n'avouera jamais sa culpabilité. Alors, ceci est très important à souligner. C'est pour cela que je voudrais m'appuyer sur l'opinion du premier président de notre Cour suprême, M. Alexis Dipanda-Moelay. C'est une personnalité connue. Eh bien, cette personnalité, du haut de sa haute responsabilité, a dénoncé l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Et il a dit en des termes si clairs qu'il a été jusqu'à parler de nos pseudo-démocraties. Ceci est très important venant d'une personnalité de cette carrure-là. En fait, c'est le maximum qu'il pouvait dire à ce niveau de responsabilité. Un peu comme pour dire un bon entendeur, salut. Eh bien, cela signifie que le coupable, celui qui est déclaré coupable, peut s'interroger. Nous avons
le privilège d'avoir non seulement un gouvernement, mais un porte-parole du gouvernement. Notre ministre Issa Chiroma a déclaré à l'hôtel Montfébé, quand vous êtes coupable, vous devez vous présenter devant les tribunaux. Suivez bien, quand vous êtes coupable, vous devez vous présenter devant les tribunaux. Cela signifie qu'en fait, ce ne sont que des coupables qui vont devant nos tribunaux. Et qu'est-ce qu'ils y vont faire? En fait, pour s'entendre lire une condamnation qui est préalable à leur présentation, pour se faire remettre un mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, je ne suis pas aussi aguerri que vous sur les questions juridiques, mais il me semble quand même qu'il y a un distinguo entre la condamnation et le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est ce qui s'appelle, me semble-t-il vulgairement, la détention préventive. Alors, ce qui me préoccupe, c'est que le porte-parole de notre gouvernement ait dit la chose que je viens de rappeler. Quand vous êtes coupable, vous vous présentez devant les tribunaux. Alors que c'est les tribunaux qui doivent juger ou de votre innocence ou de votre culpabilité. Mais vous n'en tenez pas rigueur au ministre Issa Chiroma, qui est ministre de la Communication et non de la Justice. Je suis désolé parce que ministre de la Communication et porte-parole d'un gouvernement, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas entendu. Et c'est l'une des problématiques fondamentales de ce travail qui a pris 2 ans et demi à toute une équipe, voyez-vous. Cela veut dire que c'est une question sérieuse. On ne peut pas en parler un verre de champagne à la main. Parce que la justice est au centre de la vie d'une nation. Vous savez, quand ça va mal partout, le dernier recours, c'est la justice. Nos magistrats sont des élites. Les magistrats sont un corps d'élite. Et ce travail, pour ceux qui l'auront lu, est en fait une défense et illustration de la justice au Cameroun. Pour que le magistrat camerounais soit protégé. Non seulement de la pression économique, de la pression morale, de la pression professionnelle, et qu'il ne souffre d'aucune pression d'aucune sorte, parce que c'est le seul cadre républicain qui a la latitude de juger, et de juger des hommes en âme et conscience. Vous savez, on parlait de ces choses-là, mais peut-être que si on en parlait dans nos langues maternelles, on le comprendrait mieux. C'est des questions fondamentales et vitales. Donc, professeur, je vous suggère que nous marquions à ce niveau une petite pause, que nous soufflions un peu et on se retrouve dans quelques secondes. Madame, monsieur, on se retrouve tout de suite après la petite pause. Retour sur ce plateau de Recto Verso où nous recevons ce soir le professeur Charlie Gabriel Mbok, qui a donc assuré la coordination scientifique de l'ouvrage intitulé Opération épervier au Cameroun du devoir d'injustice. Je reviens donc dans l'ouvrage et dans l'opération à proprement parler. Quelles sont les limites de cette opération, de la procédure judiciaire qui a conduit à l'incarcération? D'abord, est-ce que le fait que n'aient été interpellés jusqu'ici et incarcérés dans le cadre de cette opération que d'anciens pontes du régime, ministres, secrétaires d'État, premiers ministres, secrétaires généraux de la présidence de la République, est-ce que ceci peut, d'une manière ou d'une autre, corroborer la thèse qui veut que ce soit une campagne d'élimination politique des adversaires du président? Je ne veux pas aller aussi vite en besogne. C'est à l'analyse des faits et à l'analyse... Alors, dans l'analyse des faits, qu'est-ce qui vous choque? Des procédures. À l'analyse des faits, nous avons l'impression que la justice risque d'être un outil de règlement d'un certain nombre de questions. Pas de compte. La justice n'est pas faite pour condamner nos adversaires ou même nos ennemis, voyez-vous. Oui. Et tout à l'heure, lorsque j'évoque le premier président de la Cour suprême, qui regrette, qui dénonce l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. En fait, il dénonce une corruption, parce qu'il y a un contrat qui est rompu. Dans tout État à prétention démocratique, le principe de la séparation des pouvoirs est intangible. On n'y touche pas, voyez-vous. Mais comment voulez-vous lutter contre la corruption en corrompant l'outil de lutte qui doit servir à juger ceux qui sont accusés de corruption ou de détournement? Moi, je vous pose une autre question. Comment peut-on parler de séparation des pouvoirs effectifs dans un contexte où le président ou alors le chef de l'exécutif est par ailleurs le chef du judiciaire d'une manière ou d'une autre, dans ce sens que c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature? Alors, c'est une question d'élégance et j'allais dire d'éthique républicaine. Le président de la République, c'est le premier magistrat. Voyez-vous, donc, pour vous, à ce niveau, il n'y a pas d'incompatibilité. C'est dit comme cela.
voyez-vous, il n'y a pas de véritable incompatibilité au plan de la forme. Voyez-vous, on peut comprendre cela. Mais maintenant, au niveau de l'action, au niveau de l'effectivité du travail des magistrats, c'est là que le bas commence à blesser. Pourquoi? Parce que nous constatons que le Conseil supérieur de la magistrature est naturellement présidé, c'est cette mise en scène républicaine, cela peut ne pas gêner. Mais le ministère délégué au contrôle supérieur de l'État n'est qu'un démembrement de la présidence de la République. La CONAC, qui fait ses rapports, les adresse en priorité au président de la République. L'ANIF fait la même chose, voyez-vous. Alors, cela signifie que voici des outils d'enquête pratiquement judiciaires qui travaillent, mais qui dépendent du feu vert de l'exécutif et non du judiciaire. Cela pose un énorme problème. Parce que le procureur de la République, théoriquement, il peut se saisir d'une situation. Mais la réalité, l'effectivité maintenant, c'est que il est aux ordres et s'estime obligé d'attendre des feux verts. Et le chapitre 9 de ce livre donne la parole à plusieurs personnalités, aux ambassadeurs, aux avocats d'ici et d'ailleurs. Le cardinal Toumi a pris la parole sur cette question. Et ceux qui auront lu ce livre se rendront compte que cela fait problème et tout le monde est petit à petit amené à penser que, et un journal l'a dit, que ces prisonniers-là sont des prisonniers du président. C'est documenté, donc je cite une source qui est vérifiable, voyez-vous, et cela pose un problème au niveau de l'indépendance de la justice. Et tout est à ce niveau-là. Ce livre a en réalité un plaidoyer pour que l'indépendance de la justice camerounaise devienne une réalité. Pour le moment, on peut avoir une autorité judiciaire. Ce n'est pas assez dans un pays qui a vocation à revendiquer la démocratie. Vous parlez beaucoup de procédures et vous semblez parler de vices de forme dans un certain nombre de conduite des procès. La procédure idéale dans le cadre de ce type d'affaires serait laquelle, papa? Je n'ai pas qualité pour dire quelle devrait être la procédure idéale. Mais comme justiciable, j'observe la réaction des avocats dans les tribunaux. L'accusation est en difficulté. Tenez, dans ce livre, nous avons pris comme départ la situation au port autonome de Douala. Parce que nous avons l'impression que c'est au port autonome de Douala que la justice s'est exposée à faire naufrage. Des inspecteurs d'État commis par l'État du Cameroun ont été mis en enquête. Ils ont fait des rapports. Ces rapports-là ont accablé des gestionnaires. Et sur la base de ces rapports-là, ces gestionnaires ont été renvoyés devant les tribunaux, ont subi de lourdes condamnations. Certains à vie, d'autres ont des dizaines d'années. Voyez-vous? Eh bien, peu après, l'État du Cameroun s'est rendu compte que les rapports des inspecteurs d'État n'étaient pas bons, n'étaient pas décents, étaient même malhonnêtes, et l'État les a punis pour non-respect de la déontologie. En fait, ils ont été confondus de corruption, parce qu'ils ont touché des sommes, pour moi, des chiffres de catalogue. Vous savez, ces chiffres avec beaucoup de zéros. Eh bien, ces inspecteurs d'État ont donc été frappés au niveau administratif. Mais ils avaient déjà fait des dégâts judiciaires. Cette sanction peut peut-être participer de la non-partialité de l'État dans la conduite de ces affaires. Alors, moi, la question que je me pose comme chercheur et comme citoyen, c'est la suite. Il faut qu'il y ait une suite judiciaire à ce dossier-là. Parce que si sur la base d'un rapport jugé incorrect, immoral, on condamne des citoyens à des lourdes peines, eh bien, dès l'instant où ce rapport est jugé faux, malhonnête, immoral, il doit entraîner la levée de la condamnation. C'est ce que je pense en profane. Les juristes nous diront mieux. Mais voilà les questions qui nous interpellent et qui justifient largement ce livre. Quand vous vivez ce genre de situation, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas entendu cela et que vous n'aviez pas vu cela.
Charlie Gabriel, bon, je faisais tout à l'heure la relation avec le Tchad et je vous posais la question de savoir si ça vous semblait comme, efficace comme mot comme modèle de lutte contre la prévarication, quand on sait qu'on part du postulat qu'en emprisonnant les hauts pontes du régime, les petits corrompus d'en bas, pour parler... Ce n'est pas évident. Il n'y a pas d'effet mécanique, voyez-vous. Déjà, l'opération Épervier au Cameroun souffre de beaucoup de mise en scène et de beaucoup de théâtralisation. Vous savez, quand un juge doit parvenir à un jugement, c'est par intime conviction. Et l'intimité n'est pas publique. Voyez-vous? C'est mis en scène. On introduit des caméras dans des cellules pour nous présenter des personnalités qui, hier, étaient pour certains des modèles, des idoles. Mais il faut qu'on les montre dans une situation de déchéance. Cela n'est pas du tout honorable dans un État qui se veut de droit. Parce que, en fait, on ramène tout à un état de loi, et un état de loi n'est pas nécessairement un état de droit. Le droit de la personne, le plus grand criminel a des droits. C'est dit chez les grands juristes, ils le disent mieux que moi. Il s'agit donc d'éviter ces mises en scène, en réalité, qui veulent qu'on nous voit en train de faire ceci. À qui veut-on montrer ceci ou cela? Si un travail de lutte contre la corruption est pensé par la nation, il n'a pas besoin de mise en scène ni de théâtre. Alors, professeur, je suppose que nous sommes, vous et moi, en train de parcourir cet ouvrage et que nous en arrivons aux dernières pages. Je vous pose donc la question, l'opération Épervier au Cameroun, devoir de justice ou d'injustice? Je ne sais pas s'il existe un devoir d'injustice. De mon point de vue, il n'en existe aucun. Il ne devrait donc pas se passer des choses qui laissent penser que nous avons au Cameroun une sorte de devoir d'injustice. Le dernier rebondissement dans cette affaire, c'est l'incarcération, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ancien Premier ministre et l'ancien secrétaire général de la présidence. Et on notera, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que la plupart des personnes qui sont incriminées dans le cadre de cette affaire sont des proches collaborateurs du président de la République. Certains ont parlé d'erreurs de casting de sa part. On note également que l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Marafa Hamidou Yahya, depuis son incarcération, a commis 3 correspondances, les 2 premières adressées au président de la République, dans lesquelles il révèle un certain nombre de choses qui pourraient être considérées comme des secrets des arcanes du pouvoir. Et dans la 3e correspondance qu'il adresse au peuple camerounais, il présente le projet dont il est porteur. Ces correspondances, selon une certaine opinion, ont conduit donc au transfèrement de ce dernier ainsi que deux autres accusés dans cette affaire de la prison centrale de Yaoundé aux cellules du secrétariat d'État à la Défense. Tout de suite, il y a eu un lever de boucliers de la part des avocats et de la part d'un certain nombre de leaders de l'opinion au Cameroun qui se sont insurgés contre ce transfèrement-là. Vous, quelle est la lecture que vous faites? Est-ce que c'est une tentative de musellement ou alors on a estimé que les courriers dérangeaient? Vous savez, est-ce que le CED est une prison? Je suis très mal placé pour vous répondre. Oui, on pourrait se poser la question, parce que c'est le secrétariat d'État à la Défense. Je ne sais pas si c'est une prison. Il faudrait qu'il y ait peut-être un document qui le dise à l'opinion. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est l'opinion qui décide d'un transfèrement ou non. Il y a certainement, il y a des hauts cadres qui sont chargés de ces questions-là. Et pourquoi ce transfèrement là-bas? Personnellement, je n'ai aucune opinion. Mais je constate que des prisonniers s'expriment. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de s'exprimer, voyez-vous? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand vous êtes privé de liberté, vous êtes privé de communication. Si quelqu'un veut rendre visite à un prisonnier, le procureur délivre ce qu'on appelle permis de communiquer. Eh bien, lorsque quelqu'un, quelque part, crie son innocence, je pense que la présomption d'innocence veut qu'on prête oreille à ce qu'il dit. Il ne faut pas étouffer. Césaire a su le dire, un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et c'est des hommes qui s'expriment. Le ministre d'État Atangana Mebara a publié un ouvrage de lecture agréable, Lettres d'ailleurs. Monsieur Marafa, ministre d'État, a écrit des lettres que vous évoquez. Mais c'est une volonté d'expression qu'on ne devrait pas étouffer, quelle que soit la situation. Maintenant, en attendant que des jugements, que des tribunaux siègent, et qu'on ait les éléments du dossier, il y a quand même lieu de constater qu'il y a une sorte de cannibalisme qui s'installe dans la République. Pourquoi voulez-vous que vous ayez construit votre maison
avec des piliers que vous avez consolidés, bichonnés, soignés, et que vous avez présentés comme des modèles aux jeunes gens, et que subitement, sans que cela soit effectivement établi, parce que c'est là la question de ce livre. Nous ne sommes pas là pour dire que tel ou tel est innocent. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de dire, mais s'ils ont commis des crimes, ils seront punis. S'ils sont innocents, ils seront élargis. Mais qu'on établisse concrètement leur culpabilité. C'est très important. Sinon, on élève des boucs émissaires. Vous savez, chaque fois qu'un homme d'État a des difficultés dans son pays, il crée une guerre à la frontière pour orienter l'opinion. L'opération Épervier ne devrait pas servir de diversion. Parce que jeter des citoyens en pâture à ceux qui ont faim et qui ne peuvent pas se soigner ne me semble pas élégant au niveau de l'application du droit. Je pense donc que, il faut éviter le cannibalisme judiciaire. 2, éviter ce que je voudrais appeler le pharisaïsme judiciaire, qui veut constituer dans le carrefour pour dire, vous voyez, je suis en train de traquer ceux-là. Mais enfin, lorsque vous voulez me démontrer, vous, chef de famille, que tout le monde dans votre famille est pourri et que vous êtes le seul ange, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous êtes bien regardé? Bonne question, professeur Charlie-Gabriel Mbok. Et c'est sur cette interrogation que nous mettons un terme à cette première partie d'échange. Nous vous donnons rendez-vous sur le second plateau dans quelques secondes seulement pour retrouver votre seul et unique contradicteur. Je suppose que les échanges seront cordiaux et polis, mais surtout houleux également. De toutes les manières, nous n'avons pas beaucoup d'efforts à faire pour être courtois et cordial. Merci, madame, messieurs. On arrive au terme de cette première partie. On se retrouve tout à l'heure dans la partie verso de l'émission sur le second plateau, juste après la petite pause. À tout de suite. Retour sur ce plateau de Recto Verso, nous sommes dans la deuxième partie et nous allons tout à l'heure avoir ici le seul et unique contradicteur du professeur Charlie-Gabriel Mbok, à qui nous disons rebonsoir et bienvenue sur ce second plateau. Bonsoir à nos téléspectateurs. J'ai cru percevoir sur la fin de nos échanges dans la première partie que vous étiez en train vraiment de virer à droite toute pour ce qui est de prendre réellement position dans le cadre de cette opération Épervier. Et quelle est la position que vous auriez identifiée? Il me semblait que vous, comme je le disais au début de nos entretiens, que vous privilégiez d'une certaine manière la thèse du complot, celle qui veut que le président de la République soit en train d'utiliser cette opération pour écarter ses potentiels adversaires politiques. C'est peut-être l'impression que vous avez eue. C'est un travail de recherche qui est un peu plus prudent que cela. Là, j'étais sorti du bouquin, hein. Je prenais la position de vous en tant que citoyen et en tant que chercheur. En tant que citoyen, je pense que comme citoyen, il reste que quand on a eu l'occasion d'entrer en contact avec un certain nombre de documents, et quand on a suivi certains procès, et quand on a entendu le premier président de la Cour suprême, et quand on entend ce que l'opinion exprime comme doute, comme inquiétude, on se dit... on n'est pas sorti de l'auberge, il y a un peu de tout dans tout. Et c'est cela qui fait problème, d'où le point d'interrogation du titre. J'espère que votre contradicteur sera plus loquace que moi. J'introduis Jean-François Medinga. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Merci d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour vous présenter très rapidement à nos téléspectateurs, vous êtes journaliste, éditorialiste à la CRTV. Aujourd'hui, vous dirigez la radio campus, la radio de l'École supérieure des sciences et techniques de la communication. La radio de l'Université de Yaoundé. D'accord, la radio de l'Université de Yaoundé désormais. Ok, je pensais qu'elle était encore la radio de l'ESTIC. Donc elle est désormais la radio de l'université que vous dirigez brillamment parce qu'il nous a eu l'occasion de l'écouter et je pense que les programmes nous semblent très rigoureux. Oui, je travaille avec des jeunes qui s'initient à la profession. C'est difficile de travailler avec des jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas le conflit de génération? Non, pas du tout. Il y a des jeunes qui veulent apprendre. Oui. Il y a des jeunes qui s'intéressent au métier. Ils n'ont peut-être pas encore les armes nécessaires, mais la volonté y est. Alors on essaie de les guider. Et vous, du haut de vos nombreuses décennies d'expérience, vous en avez à donner?
Tout à fait. Je vous présente le professeur Charlie Gabriel Bock. Je suppose que vous vous connaissez Très bien, aisément. très bien. Je suppose également que vous avez suivi avec assiduité nos échanges dans la première partie. Oui. Et je sais également que le journaliste et l'éditorialiste que vous êtes suit de manière très attentive la conduite de l'opération Épervier au Cameroun. Oui. Donc je vous laisse en compagnie du professeur Charlie Gabriel Bock. Ok, merci. Bon, professeur, je crois que, enfin j'espère que l'équipe qui a travaillé avec vous est composée d'hommes neutres, n'est-ce pas? Si ce ne serait pas le cas, on pourrait dire qu'il s'agit ici de votre procès de l'opération Épervier, c'est-à-dire une prise de position hein, et que vous semblez appeler plaidoyer, n'est-ce pas? Bon, donc je dis bien si ils ne sont pas, si votre équipe, ceux qui vous ont accompagné, hein, s'ils ne sont pas neutres, alors, au cas où ils ne le seraient pas, au cas où ils ne le seraient pas, il s'agirait donc ici du procès de l'opération Épervier. Bon. Alors, je relevais quelques déductions assez brèves. Bon, je m'excuse, je n'ai pas encore lu le livre, et soyez indulgents à mon endroit au niveau de mon jugement. Des déductions assez brèves qui ne sont pas soutenues. Bon, peut-être qu'en lisant le livre, on peut trouver cet argumentaire-là. Ce n'est pas soutenu. Alors, je relève par exemple ici, je crois que l'essentiel ici, c'est, vous dites qu'il s'agit, dans l'une de ces déductions, vous dites qu'il s'agirait d'une justice de règlement de compte. Hein? Vous semblez éviter le vocable épuration que tout le monde utilise dans la rue. Et vous parlez d'une opération de diversion. Alors, je voudrais rappeler ici que l'opération Épervier ne peut pas être une opération de diversion parce qu'il s'agit d'une opération de salut public. Parce qu'il y a un fléau destructeur et il faut essayer de le traquer. Donc, il s'agit d'une opération de salut public. Et d'autres pays avant nous ont eu ce genre de fléau. Vous vous rappelez la prohibition aux États-Unis dans les années 20, la lutte contre l'alcool, la vente et la consommation d'alcool aux États-Unis. Vous vous rappelez également dans les années 80 la lutte contre la mafia en Italie. Donc, chaque pays a son opération de salut public. Peu importe les dimensions, peu importe peut-être l'impact, mais dans chaque pays, il y a quelque chose qui préoccupe et on prend des mesures, on réunit un certain nombre de mesures pour essayer de le traquer. Donc, on ne peut pas, donc moi je dis, ce n'est pas une opération de diversion. La deuxième chose, justice de règlement des comptes, prisonnier du président. Je ne pense pas que ce soit une justice de règlement des comptes. Il n'y a que des individus ont porté atteinte au patrimoine camerounais, c'est-à-dire aux ressources stratégiques de ce pays, les ressources qui permettent au Cameroun de se développer. Il y a des individus qui ont porté atteinte à cela. Et ces individus ont été interpellés par la justice pour qu'ils aillent s'expliquer. Parce que nous sommes effectivement encore là, pour la plupart, au stade de la présomption. Bon. Règlement de compte, c'est là aussi je dis, bon, c'est une déduction assez hâtive. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut démontrer, quel est l'effet démonstratif pour qu'on en arrive là. Mais je prends ça comme ça. Je dis, ça ne peut pas être une justice des règlements de compte. Parce qu'en fait, voyez-vous, à l'époque, quand on parle d'épuration, ceux qui veulent absolument utiliser ce gros mot, le mot épuration, le vocable épuration, nous l'avons appris des pays de l'Est, les anciens pays communistes. On parlait d'épuration là-bas quand il y avait divergence idéologique au sein de l'équipe dirigeante. Et par le jeu des rapports de force, ceux qui étaient au sommet de l'appareil de l'État essayaient de liquider les autres. Donc, on parlait d'épuration, épuration politique.
On peut également parler d'épuration. Vous avez également suivi le cas de la révolution culturelle. C'était une opération d'épuration politique, idéologique en Chine. Bon, on peut également parler d'épuration politique en cas de tentative de déstabilisation, de coup d'État. Or, chez nous, en Afrique, ce sont les militaires qui font les coups d'État. Les civils n'ont pas encore ce courage-là, sauf peut-être quand il y a d'autres complicités. Donc, est-ce qu'il y a eu une tentative de déstabilisation? Est-ce que... alors, à ce niveau-là, on ne voit pas très bien le règlement des comptes. On a tout simplement des individus qui ont puisé dans les ressources stratégiques de l'État. Et ces individus-là, n'est-ce pas, on les amène en justice. Donc, on souhaite peut-être réagir jusqu'à ce niveau? Oui, je vous remercie. Je dois déjà regretter que M. Benga n'ait pas lu le livre avant cet exercice de contradiction, parce que, en réalité, la plupart des éléments que vous avez évoqués trouvent leur réponse dans le livre. Je vais vous en signaler un ou deux. D'abord, je ne me souviens pas d'avoir prononcé la formule règlement de compte. J'ai dit règlement de certaines questions. Et je me souviens que M. Mahel a d'ailleurs marqué un petit temps. Nous sommes très stylés parce que c'est des questions tellement sensibles. Vous avez une expérience des hommes et je voudrais ne pas insister. Alors, il y a certainement des comptes à solder. Il y a des comptes de l'État, il y a des questions financières à solder. Je ne me suis pas hasardé à parler de règlement de comptes. Mais je voudrais vous donner lecture d'un passage de l'ambassadeur de France, en poste. Entre autres, je soulignerai toutefois qu'il est indispensable que les personnes mises en examen bénéficient d'un procès équitable mené dans des délais raisonnables. Ce sont des exigences fondamentales dont doit pouvoir bénéficier tout justiciable. Tel n'est pas le cas dans le procès de l'opération Épervier. Deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est Olivier Vallée qui l'a dit. Je ne prends rien pour parole d'évangile, mais je vous dis ce que des personnalités ont pu dire, parce qu'il y a tout un chapitre, le chapitre 9, qui a pour titre « Ils ont parlé de l'Épervier ». Et on a été jusqu'à citer le cardinal Christian Toumi. Que dit Olivier Vallée? Effectivement, on lui a posé une question, c'est RFI. Il répond, effectivement, l'opération Épervier ressemble aussi à une opération d'épuration au sein des élites camerounaises. Il y a bel et bien, dans cette opération Épervier, à la fois la disparition d'un certain nombre de potentiels concurrents politiques, mais aussi d'alliés politiques. Nous, comme chercheurs, nous nous sommes attelés à écouter ce que dit l'opinion et à analyser. Et que nous permet de comprendre l'analyse. Vous avez parlé au début de la neutralité et de l'objectivité. Je voudrais répondre très sincèrement. Vous le méritez, vous savez l'estime que j'ai pour vous. Le travail est un travail d'équipe. Il y a des juristes dans l'équipe et il y a des avocats dans l'équipe. Et il se trouve que certains avocats sont des avocats de certaines personnalités mises en cause. Eh bien, je voudrais vous dire que je les attendais, comme on dit ordinairement, au tournant. Parce que moi, comme chercheur, je ne suis pas avocat. Et j'ai veillé à ce qu'aucun avocat, aucun des préposés de ces personnalités ne vienne plaider la cause de son client. C'est la formule qu'ils utilisent. Eh bien, ici, je voudrais mettre au défi les lecteurs, et ils sont perspicaces au Cameroun, voyez-vous, pour qu'ils trouvent justement une faiblesse de ce côté-là. J'ai voulu m'assurer qu'il n'y en aurait pas. Donc, on a veillé à ce qu'on appelle en milieu scientifique à l'objectivité. On a veillé à l'objectivité. Mais la neutralité dont vous parlez à juste titre est telle que, vous savez, même la science n'est pas neutre. Parce que pour que ce travail soit mis en chantier, il a fallu
que quelque chose nous touche quelque part, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui nous a touchés? De voir qu'il se pose le problème de la gestion des deniers publics au Cameroun. Qu'il se trouve des personnalités dont certains sont respectés et respectables, qui sont mêlés à ce dossier. Et que ces personnes-là, dans toute l'humiliation et tout, sont privées de liberté. C'est des familles entières qui prennent des coups. Vous êtes chef de famille, cela ne laisse pas, ou ne devrait pas laisser indifférent. Alors nous nous sommes dit, mais enfin, c'est l'histoire de la Gestapo. On prend le voisin du dessous, du dessus, d'à côté, vous dites rien. Un jour on vient vous prendre, vous criez au secours, il n'y a plus personne parce que vous n'avez même pas voulu savoir ce que se passait chez le voisin. Comme citoyen du Cameroun, je me sais justiciable, c'est-à-dire que c'est la justice qui est mon parapluie à tout moment. Et je me dis, mais si ça se passe comme ça, voyons, de quoi s'agit-il exactement? Et je peux vous assurer que de proche en proche, c'était renversant. Donc, parti d'une situation tout de même étonnante, en fait, qui a choqué, et qui a titillé ce que nous prétendons avoir d'intelligence, nous nous sommes dit, il faut partager la question. Si ceux qui sont privés de liberté crient à l'injustice, et si nous constatons dans les procès que les témoins reculent, se dédisent, après s'être contredits, je peux vous assurer, M. Mebenga, qu'il n'y a pas longtemps, pour la communauté urbaine de Douala, vous savez, il y a un procès contre l'ancien délégué du gouvernement, le colonel Etondé et Koto. Eh bien, il était question que la communauté actuelle désigne des témoins à charge. Voyez-vous? Eh bien, à la veille du procès, la communauté a fait savoir aux magistrats que ce dont on voulait accabler les mis en cause avait des justificatifs déjà la veille de l'accablement programmé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand ça se passe comme ça? Ils sont en prison depuis 2, 3 ou 4 ans, sans procès. Voilà la question. Et si on refait la boucle avec ce que l'ambassadeur de France disait, l'équité dans les procès. En fait, c'était le maître mot. C'était un peu le fil d'Ariane qui nous a conduits. Faire en sorte que X, Y, vous peut-être, moi demain sans doute, on ne sait jamais, que en pareille situation, tout citoyen du Cameroun se sache dans un état de droit, pas seulement dans un état de loi, et qu'il bénéficie de l'équité devant les tribunaux. Parce que c'est notre dernier recours. Oui, alors, je retiens là deux choses. Vous semblez avoir travaillé sous le coup d'une chape d'émotion. Et que là aussi, votre échantillonnage, ce n'est pas des gens neutres. Si vous vous adressez au cardinal Toubi, un ambassadeur qui est non politique et tout, là aussi c'est un échantillonnage qu'on peut remettre en question, n'est-ce pas? Bon, maintenant, est-ce que vous pensez que, prenons le cas des prévenus, il y en a qui sont là avant l'arrivée de ces messieurs, de ces boss. Alors, est-ce que ceux-là doivent continuer d'attendre parce qu'il faut privilégier d'abord les procès des autres? Ils sont tous justiciables. Une fois que vous êtes placé là-bas sous mandat de dépôt, vous attendez votre jour de justice, vous attendez votre jour de procès. Mais ceux-là pensent que, eux, exceptionnellement, une fois entrés à Kondangui ou à Douala, 2 jours après, devraient se présenter devant les tribunaux pour être jugés. Donc, si je vous suis bien, Jean-François, vous arguez contre l'argumentaire du professeur qui privilégiait, qui voulait que les procès se déroulent dans des délais relativement brefs. Vous dites que ce n'est pas simplement dans le cadre de cette opération épervier, mais que la machine, la machine judiciaire, elle est lourde. Voilà. Elle est lourde et continue de tourner. Oui, donc vous n'allez pas demander à cette machine d'arrêter de tourner pour l'ensemble de prévenus. Non, je suis d'avis avec vous. Je ne peux même pas demander à la machine d'arrêter de tourner si on a l'impression, même si on a l'impression qu'elle risque de tourner en rond ou de tourner à vide. Voilà. Mais ça, c'est l'ambassadeur de France qui a parlé de durée des procès. Oui, alors, je reviens. Et par d'exigences fondamentales. C'est-à-dire, il se trouve des fondamentaux de tout processus judiciaire. Oui. Alors, maintenant, je vais vous interrompre juste 30 secondes, professeur, pour
pas mettre de l'eau au moulin de Jean-François, c'est pas Oui, mon je rôle, vous en prie. mais juste pour constater qu'effectivement, la machine judiciaire, comme il le fait remarquer, est lourde depuis longtemps pour tous les justiciables camerounais, c'est-à-dire que les prévenus dans le cadre de l'opération Épervier ne sont pas les premières personnes à être placées sous mandat de dépôt et à y rester pendant 3 ou 4 ans avant l'arrivée de leur procès. Pourquoi aujourd'hui ce n'est que le cas de ces prévenus-là qui attire votre attention? Bien, pourquoi est-ce que ceux-là ont attiré l'attention de l'équipe? C'est Diderot, que vous connaissez, qui disait qu'il faut aux poètes des grands événements. Oui. Parce que l'émotion dont vous parlez n'est pas une émotion affective. Il y a une émotion scientifique. C'est-à-dire quelque chose qui titille votre intellect. Voyez-vous, ce n'est pas de l'affect, c'est de l'intellect. C'est la curiosité. Voilà. En réalité, à ce niveau-là, il s'agit de la curiosité intellectuelle qui vous pousse à réfléchir à une question. Deuxièmement, l'échantillonnage que vous évoquez, j'ai cité l'ambassadeur, j'ai cité le cardinal, j'ai cité Vallée, il y en a d'autres. Parce que vos confrères des cadets dans le métier, j'ai cité des journaux de la place qui ont exprimé un certain nombre de choses. J'ai cité certains avocats justement de certains candidats, Madame Com, Maître Mong, et il y en a qui ont exprimé un certain nombre de choses. Oui, parce qu'ils sont partie prenante. Ils ont peut-être pris parti, ils ont des clients. Mais n'oublions pas, lorsqu'on a le privilège d'avoir l'autorité morale du gabarit du cardinal Toumi, je ne veux pas faire la fine bouche, je ne veux pas mégoter. J'entends que la voix du cardinal Toumi soit non seulement entendue, mais écoutée, parce que c'est cette autorité morale-là qui nous aura orientés dans notre vie de tous les jours. Deuxième chose, nous ne demandons pas qu'il y ait un traitement de privilégié par rapport à ces personnalités. Mais lorsque un procès est renvoyé à la date X, tout le monde se mobilise pour le jour donné. Et que le jour donné, on vous dise « Ah, le collège n'a pas pu se réunir, il y a eu tel ou tel incident, peut-être l'un des membres du collège est allé en vacances, mais c'est le collège qui a fixé la date du procès. » C'est courant nous avons assisté à plusieurs procès pour comprendre un peu ce qui se passait. Et je voudrais terminer en disant ceci. Les délais ont choqué jusqu'au sommet de l'État. C'est pour cela qu'on a justifié la création du tribunal criminel spécial. C'est par le souci d'abréger qu'on a créé ce tribunal criminel spécial, qui pêche déjà du seul fait qu'il est spécial de mon point de vue. Parce que les spécificités vont embarrasser le profane que beaucoup d'entre nous sommes. Et à telle enseigne que le fait de créer le tribunal criminel spécial est déjà un cinglant désaveu à la manière dont l'opération Épervier a fonctionné. Peut-être que vous avez une autre explication, mais je constate qu'on a jugé, on a fait le procès de l'opération Épervier. Et le verdict, c'est qu'on a créé un tribunal criminel spécial. Nous verrons ce qui va en sortir. Mais le fait que ce soit spécial est déjà un souci au niveau du droit. Bon, alors, je pense que lorsque vous avez mené cette étude, vous êtes passé dans les services judiciaires, voir comment ça fonctionne, quels en sont les dysfonctionnements. Parce que là aussi, il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une administration qui marche comme sur des roulettes. La justice connaît également des problèmes de fonctionnement. Et quand vous avez un procès pour réunir un collège, parce que maintenant qu'on a opté pour des collèges, il y a des fois, on fait venir des gens de Marois, on fait venir des gens d'ailleurs pour constituer un collège. Alors là aussi, ce n'est pas facile. Donc il y a déjà à l'intérieur de la justice un certain nombre de freins à l'efficacité. Donc ça aussi, il faut en tenir compte pour savoir pourquoi est-ce que ça met du temps, pourquoi est-ce que ça traîne, pourquoi est-ce qu'il y a des reports. Donc là aussi, ça mérite qu'on y regarde, qu'on y pénètre pour voir exactement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, quelque part, vous parlez du président, enfin, vous parlez
de l'ingérence de l'exécutif. Alors, l'ingérence de l'exécutif, je ne sais pas, là aussi, bon, on ne sait pas très bien quel est l'exécutif, parce que l'exécutif, c'est tout un groupe, c'est-à-dire, c'est le président de la République et son équipe gouvernementale qui constitue l'exécutif. Est-ce que c'est un ministre qui intervient pour son cousin? Est-ce que c'est... Bon, ça c'est faisable. Nous sommes africains, nous sommes au Cameroun. Je suis ministre, donc je fais partie de l'exécutif. Je peux aller voir un magistrat pour dire que, bon, ben, j'ai mon ami ici, etc., etc. Est-ce que, si c'est dans ce sens-là, c'est une question de milieu sociologique dans lequel nous vivons. Bon, donc, là aussi, j'ai dit qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas donner l'impression que c'est l'exécutif qui fait ci, qui fait ça. Bon, maintenant, il faut également tenir compte du fait que dans cette opération épervier, le président a attaqué le noyau dur. Le noyau dur, c'est quoi? Ce sont ses proches collaborateurs. Alors, ces proches collaborateurs qui constituent le noyau dur, il les a attaqués parce qu'effectivement, il y a eu trahison au niveau de la confiance, n'est-ce pas? Bon, et évidemment, à ce niveau-là, le procureur de la République ne peut pas convoquer le collaborateur du chef de l'État sans se référer à un certain protocole, parce qu'il s'agit quand même d'un collaborateur du chef de l'État. Bon, là aussi, le chef de l'État peut dire, mais c'est un collaborateur. Enfin, il peut ne pas le libérer au moment où le procureur le sollicite. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que si on part du principe de l'égalité de tous devant la justice et du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, est-ce que, au cas où un citoyen, fût-il proche collaborateur du chef de l'État, commettrait un impair vis-à-vis de la nation, est-ce que le procureur de la République n'est pas en même, dans un système, je dis bien, où il y a effectivement séparation des pouvoirs, n'est pas en même d'engager la procédure sans pour autant en référer? Et il faut qu'on évolue vers cette étape-là. On n'y est pas encore. Il faut qu'on évolue parce qu'effectivement, ce que vous dites, un juge d'instruction peut mener son enquête à partir de sa propre initiative, à partir de sa propre observation. C'est-à-dire qu'on constate que vous avez un train de vie qui ne correspond pas à vos revenus. Il a le droit de vous interroger là-dessus. Bon, mais est-ce que notre justice a déjà acquis cette éducation? Je crois qu'il faut développer cette éducation pour qu'on en arrive là. Mais maintenant, je veux dire que même dans les pays développés, quand le collaborateur, quand quelqu'un du noyau dur est atteint, interpellé par la justice, on lui demande d'abord de démissionner. N'est-ce pas? Il faut d'abord qu'il démissionne. On ne viendrait pas le chercher comme ça. Parce qu'il jouit quand même, au niveau de ses fonctions, d'une certaine immunité. Donc, on lui demande d'abord de démissionner. Tant qu'il n'a pas démissionné, on ne peut pas mettre la main sur lui. Donc, il y a ce passage. Donc, c'est pour dire que ce retard peut parfois s'expliquer par ce protocole-là. N'est-ce pas? Bon, maintenant, je crois que dont l'ingérence de l'exécutif, j'en ai parlé. Bon, on doute sur la qualité des procès. Bon, la qualité de procès, j'ai essayé d'en parler. Oui. Je vais peut-être rebondir. Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, très rapidement, parce que en réalité, j'observe que M. Mbinga va justement nous aider à renforcer la question de ce livre. Parce que c'est les dysfonctionnements de la justice, mais c'est l'une des questions, justement, qui font problème. Et nous pouvons expliquer, mais explication n'est pas justification. Mon rôle n'est pas de justifier les lenteurs, les retards qui privent les familles de chefs de famille, qui humilient des personnalités que nous avons honorées par des décorations, par des distinctions républicaines. Ce n'est pas cela mon office. Et l'ingérence de l'exécutif, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est exécutif qu'on peut s'arroger le droit d'exécuter même des innocents. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas longtemps, le magistrat Schlick, je l'ai lu dans les journaux, a reçu une demande de, je ne sais pas comment on a formulé cela, et j'ai lu dans les journaux, de la présidence de la République, parce qu'il a élargi un justiciable du nom de M. Atangana Mebara. C'est documenté. Voyez-vous? Comme c'est documenté, chacun peut aller voir. Pourquoi c'est la présidence de la République qui demande à un magistrat d'expliquer un verdict
qu'il prononce en son âme et conscience comme magistrat de la République. C'est une question importante. Et c'est important que ça se passe dans un pays comme le Cameroun. Le Congrès, En 30 secondes. le président de la République a rappelé qu'il va poursuivre toute personne, quel que soit son rang, voyez-vous. Voilà. Et je voudrais rappeler que M. Marafa, dans une de ses correspondances, s'était porté volontaire pour se faire entendre. Il a voulu se présenter devant les tribunaux, devant les autorités spécialisées, pour donner sa version des choses. Là aussi, c'est documenté puisque la lettre est disponible. Alors, vous me dites, les noyaux durs, le chef de l'État a voulu crever un abcès. Mais c'est une question, à ce niveau-là, quand vous avez la responsabilité de choisir des collaborateurs, on ne parlera pas de culpabilité, mais on parlera au moins de responsabilité. À quel niveau commence la responsabilité de celui qui met une équipe gouvernementale en place quand il découvre 30 ans après qu'ils faisaient leur marché dans le frigidaire de l'État? C'est des questions républicaines. C'est pour cela que nous avons voulu engager cette discussion en toute intelligence et dans le respect de chacun dans ses fonctions, parce que c'est important, c'est républicain ce débat. Merci messieurs, merci infiniment. Vous vouliez ajouter quelque chose? Il nous reste 30 secondes, je vous les accorde. Oui, mais je voulais juste dire qu'au niveau du tribunal spécial, évidemment, il s'agit d'un tribunal spécial parce qu'il est spécial, parce que d'autres considérations peuvent entrer là-dedans. Par exemple, on va vous dire que si vous remboursez, n'est-ce pas, ce que vous devez à l'État, à partir de 50 millions. Bon, alors, le Camerounais qui va voler un œuf, il va être condamné mais celui qui va voler un bœuf, il sera spécialement traité. Ça veut dire qu'en dehors des dispositions purement juridiques ou judiciaires, eh bien, il y aura des dispositions politiques. Voilà. Hein? C'est-à-dire que des choix qui ne seront pas forcément des choix juridiques. Je vous remercie de le dire, c'est très important que vous l'ayez dit, parce que vous ramenez la question à ceci. La justice est au cœur de la vie nationale, de la vie politique, voyez-vous. Et qu'à ce niveau-là... Puisque ça concerne les hommes. Dans cette dynamique, le tribunal spécial, vous nous le dites, avec beaucoup d'élégance, c'est la politisation des procès. Non. Et ça, je suis sûr qu'il y aura un deuxième tome. Il s'agit d'un tribunal spécial. On est arrivé malheureusement... Tout n'est pas juridique. On est arrivé malheureusement au terme de cette émission. Sauf qu'en 10 secondes, Jean-François Mébéna, quand je vous écoute, j'ai l'impression que pour vous, la culpabilité des prévenus est établie. Elle ne fait l'ombre d'aucun doute. Non, mais vous nous disons très bien, c'est des prévenus. D'accord. Donc ils ne peuvent être coupables qu'après la sanction judiciaire. Et nous tous, comme c'est un plaidoyer, nous plaidons tous pour une justice juste. Voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien de... Au moins ça, on aura trouvé un point d'accord à la fin de ce débat. Merci infiniment Jean-François Mébéna d'être venu sur ce plateau de Recto Verso. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous répondez à notre invitation. Ok, j'espère bien. Merci, on continuera à suivre l'évolution de Radio Campus que vous dirigez. Pour moi, ça a été un plaisir. Merci. Voilà. Charlie Gabriel Bock, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau également, de venir nous présenter ce plaidoyer. On ira peut-être un peu plus en profondeur là-dessus dans une autre émission sur le plateau soit de Sans Rancune, soit de Recto Verso, pourquoi pas. Juste pour dire, on vous permet de faire la promo du livre en 2 secondes. Où est-ce qu'on peut le trouver? Le livre est disponible à la librairie des Peuples Noirs à Yaoundé et à Douala à l'Ipakam. D'accord. Merci, madame, monsieur, d'avoir été en notre compagnie en ce dimanche soir pour parler de cette opération Hypervia en compagnie de notre invité. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir dimanche prochain. Merci pour toutes les suggestions et toutes les critiques qui sont de plus en plus nombreuses qui nous parviennent. Vous pouvez continuer à nous les faire à l'adresse rectoverso en un seul mot, @voxafrica.com. On se retrouvera dimanche prochain avec un nouvel invité et 2 nouveaux contradicteurs cette fois-là. Merci de rester en compagnie des programmes de Vox Africa. Bonne soirée à tous. Bon.